invités avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Nicolas Chéron nous accompagne, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Thierry Gill nous accompagne également ce midi. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le président de Raymond James Euro Equities. Nicolas, je commence avec vous sur l'ambiance du moment sur les marchés. Une de vos consoeurs stratégistes hier décrivait ce marché comme étant boringly bullish, ennuyeusement haussier. Vous dites, vous, c'est plus les marchés en action, c'est les marchés en inaction. Et pourtant, ça continue. On est à plus de 6005 sur le CAC, même si depuis un mois et demi, 2 mois, on a le sentiment de quelque chose d'un peu plus lent. La pente est faible, mais la hausse est solide, pérenne. Certains diront algorithmée ou bien soutenue en partie artificiellement par les banques centrales, mais force est de constater que le cadre global des marchés est extrêmement positif. Voilà. Si on fait le bilan de ces dernières semaines, il y a un peu plus d'un mois, nous avions des résultats d'entreprises qui étaient 85% supérieurs aux attentes aux États-Unis. C'était un record historique. On a la Banque mondiale, l'OCDE qui revoit leur copie sur une croissance historique pour le monde, mais aussi et surtout pour les États-Unis, avec un 7% de croissance potentielle cette année. On a des chiffres macroéconomiques qui sont exceptionnels, avec un ISM des services aux États-Unis là qui est au plus haut depuis 15 ans. On peut en citer comme ça en Asie ou en Europe également. On a des flux entrants qui sont absolument exceptionnels d'un point de vue des particuliers comme des professionnels, comme des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de flux entrants de la part des particuliers en 2020. Confinés, ils sont massivement rentrés sur les marchés actions et crypto. Et en 2021, on a déjà plus de 300 milliards d'entrées sur les ETF, soit plus que ce qu'on a eu en 2020. Donc en fait, cette frénésie acheteuse, cette pénétration du marché par d'anciens ou de nouveaux traders ou investisseurs, est extrême. On a les gérants, bien évidemment, qui continuent de courir un petit peu après le papier, notamment puisque certains ne semblent pas complètement investis au regard de leur discours. On a les buybacks. On devrait, donc les rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes qui vont, en théorie, selon Goldman Sachs cette année, crever le plafond à près de 500 milliards de dollars qui vont pénétrer le marché de la sorte. Donc tout va bien. Tous les voyants sont au vert. Tout va bien dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Et oui, les bénéfices des entreprises américaines battaient des records, ce qui justifie en fait que les indices américains aient battu des records également. Est-ce qu'il faut forcément s'inquiéter de cette situation, Nicolas? Je dis ça parce que quand tout va bien et quand tout va trop bien sur les marchés, l'investisseur cogite. Voilà, on est toujours dans l'anticipation de quel va être le prochain coup. Et quand tout est au plus haut, tout est au mieux, on se dit ça ne peut que se dégrader d'une certaine manière. Est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant dans la perspective de l'été, par exemple? Ou est-ce que non, cette mécanique, quand bien même ennuyeuse, est une mécanique qui est solide pour la suite? Mais en fait, si on ne participe pas à ce mouvement haussier lent et soutenu, on est littéralement à côté du marché. Donc nous, chez Zone Bourse, nous avons cette politique de rester investi en permanence sur les marchés, quelles que soient les places, et après d'opérer peut-être des rotations sectorielles. Moi-même, je suis relativement sceptique habituellement et j'essaie de trouver des raisons qui pourraient engendrer un trou d'air sur les marchés. Et c'est vrai que ce débat autour de l'inflation et d'un éventuel tapering, beaucoup en parlent, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait secouer fortement ou faire littéralement chuter les marchés. On a des banquiers centraux qui, petit à petit, nous habituent à ce discours, préparent le terrain, devraient par la suite réaliser un tapering. Mais rappelons-le, un tapering, c'est ralentir les achats d'actifs, et pas arrêter d'acheter des actifs. Donc, c'est en mettre un peu moins chaque mois. Donc, soutien de la Banque centrale, il y aura. Et puis après, on va voir si les marchés et l'économie arrivent en quelque sorte à voler de leurs propres ailes. Après, la question est différente. Pour l'investisseur qui se prépare à l'été, voilà. Là, on parle plutôt de money management et de tranquillité d'esprit. Voilà. Si on n'a pas envie d'être sur son smartphone... Comment on s'achète une tranquillité d'esprit pour cet été? Si on n'a pas envie de se faire réprimander parce qu'on est sur son smartphone en permanence, peut-être qu'il conviendrait sur des lignes où on a des très belles performances, de prendre une partie des bénéfices. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au portefeuille, ça permet de créer une petite poche de liquidité qui, si effectivement
s'il y avait un petit trou d'air en été, en période estivale, on ne sait jamais, il y a un manque de volume, il y a un manque d'opérateurs, donc c'est vrai qu'une petite étincelle peut faire perdre 3, 5, 7% au marché. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, plutôt que d'être à la plage avec son smartphone et de subir une baisse alors qu'on est 100% investi, mais de se dire j'ai créé une petite poche de liquidité et je vais pouvoir profiter Je serais plutôt acheteur de la baisse. De ce petit trou d'air estival. On buy the dip, comme disent les Américains. Et donc, ça veut dire garder la main. Voilà, c'est pas subir le marché, c'est garder la main. Et puis, peut-être dérisquer un petit peu son portefeuille. Chez Zone Bourse, ce qu'on a fait, c'est que sur certains secteurs où on était, comme les semi-conducteurs ou comme les raw materials, les matériaux de base, c'est un peu le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire que tant que la musique bat son plein, nous nous laissons bercer et guider par ce mouvement haussier. On ne voit pas de raison de sortir prématurément tant qu'il n'y a pas de signaux en ce sens. On s'était bien placé, je vous en avais parlé, me semble-t-il, la dernière fois, sur tout ce qui était bien de conso récréatif. Alors, on a vraiment fait toute la palette. Et c'est le jour J en plus. On est allé chercher... voilà. Couvre-feu, 23h, tout rouvre, donc on est en plein dedans là. On était allé chercher Piaggio, les scooters en Italie, Axel Group, les vélos à Amsterdam, Malibu Boat aux États-Unis sur les bateaux un peu de sport, Trigano, les camping-cars. Voilà, on est allé chercher un peu toutes ces idées de société qui pourraient profiter du retour à la vie, en quelque sorte. Mais depuis 2-3 semaines, on a aussi un petit peu rentré de dossiers défensifs en portefeuille, soit de la consommation. Alors c'est très original, c'est Austevoll, c'est un des leaders du saumon en Norvège, avec une croissance pérenne, une belle rentabilité, mais un bêta, c'est-à-dire si l'indice baisse de 3%, elle va baisser peut-être que de 2. Elle va baisser de 6 ou 7 comme des valeurs qui sont fortement montées ces derniers mois. On cherche à avoir une sensibilité moins forte peut-être au mouvement de marché. On dérisque un petit peu le portefeuille. On pense aussi à du télécom. On a rentré du Ericsson en portefeuille, voilà, dont on sait qu'elle va nous permettre de passer l'été un peu plus tranquillement qu'un ArcelorMittal ou bien une valeur du luxe qui, là, vient d'enchaîner 50% de hausse en rallye haussier. Quoi. Mais donc des valeurs un peu plus boring. Quoi. On revient à l'idée d'un marché un peu ennuyeux, mais on trouve des opportunités justement dans des secteurs qui ont été un peu laissés de côté jusqu'à présent. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est la thématique en ce moment, puisque une séance comme aujourd'hui, ce sont toutes ces valeurs du retour à l'activité qui prennent le pas. Quand on regarde le top du jour, là. Du SRD aujourd'hui, on a GL Event qui nous fait de l'événementiel, on a ADP et Air France pour la réouverture et le voyage, donc on a du Pierre et Vacances, donc voilà. Mais ça, c'est des dossiers qui sont un petit peu plus complexes parce que les finances ne sont pas bonnes, il n'y a pas eu d'activité, il n'y en a toujours pas, il y a des risques d'augmentation de capital, ça je vous le dis depuis 3 mois maintenant. Donc on préfère aller sur du boring qualitatif que sur du rattrapage potentiel non qualitatif. C'est bien pour préparer un été tranquille. Il nous reste quelques minutes, Nicolas, je veux qu'on dise un mot. Alors... Le news flow crypto est toujours très très important chaque jour, mais la toile de fond, c'est quand même que le momentum sur les cryptos depuis 2 mois s'est considérablement affaibli. On a divisé par 2, c'est ça, grosso modo, le Bitcoin. Le Bitcoin, oui. Le Bitcoin, oui. On n'aura pas le temps de passer tous les autres en revue, mais juste, est-ce qu'il y a dans le news flow permanent qu'il y a autour du complexe crypto 1-2 explications convaincantes là qui permettent de justifier ce gros retour en arrière et cette perte de momentum? Je dirais consolidation légitime d'un mouvement qui a été extrêmement puissant. On a démarré l'année à 500 milliards de capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, 700 milliards. On est actuellement à 1800 milliards. Donc, pour quelqu'un qui aurait un panier de crypto diversifié, on est toujours à plus 150% de hausse depuis le début de l'année, ce qui fait rougir, pâlir tous les gérants sur le marché action. Après, c'est vrai que si l'on s'en tient au Bitcoin, il a perdu 50% depuis ses plus hauts. Mais comme je le disais sur les réseaux hier, le Bitcoin, en 9 ans, a perdu entre 40 et 80%, plus de 10 fois. Donc c'est un mouvement naturel, vous dites, dans le segment des cryptos. Quand on va sur un actif qui peut gagner 1000%, peut-être que ce dernier retrace de 50%. Simplement, pour moi, ce sont des vagues
d'euphorie et d'adoption, puis des vagues de dépression qui s'enchaînent maintenant depuis plusieurs années. 2013, on a une explosion, puis 2 années de vaches maigres. 2015, 2017, 2020 fin 2020 et 2021. Donc, il faut laisser du temps au temps. Et encore une fois, c'est un marché où il ne faut pas faire du trading. C'est un marché où on peut investir une petite partie de son portefeuille actions spéculatif en se disant « je verrai ce que ça donne dans 5 ou 10 ans, je vais me faire quelque chose de diversifié ». Je ne vais pas forcément trop mettre de Bitcoin dedans, parce que le souci du Bitcoin, juste pour vous donner une des raisons qui fait que moi je m'y intéresse moins ces derniers temps, c'est tout simplement Elon Musk. Voilà, à partir du moment où vous avez un milliardaire qui peut le matin se lever du pied gauche et tweeter que c'est bien ou que c'est pas bien et qu'on gagne 10 à 15% sur un actif, ça biaise un peu trop le jeu. Cet actif à court terme ne m'intéresse plus. Et je pense que ce soit sur les actions ou les cryptos, ce qu'on voit se passer actuellement, la baisse de la volatilité, les moindres opportunités, ça montre aussi que l'investisseur sur actions ou sur crypto qui prend son temps, qui fait les choses dans le temps, lui est moins stressé, il passe moins de temps et peut faire des belles performances, alors que le trader néo-trader qui à un moment été confiné et qui cherche du trading, lui en ce moment s'ennuie terriblement. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron avec nous pour quelques remarques sur la situation de marché, stratégiste de Zone Bourse.